une véritable, hein, pas une. Et puis ici, je vous montre le chien Rintintin. Alors, c'est pas celui de la télé, que vous avez dû voir sûrement, c'est le vrai. C'est-à-dire qu'en 1917, cet aviateur, près de son camp, une chienne met bas. Et il amène aux États-Unis Rintintin et sa sœur. Malheureusement, c'est un voyage en bateau. À l'arrivée aux États-Unis, la chienne est morte parce qu'elle n'a pas supporté le voyage. Et Rintintin, lui, va survivre. Et il va tourner dans 2 films, introuvables à l'heure actuelle. Et lorsqu'il va mourir, parce que, comme tous les chiens, à un moment donné, il est mort, et son corps sera transféré au cimetière d'Anières. C'est un cimetière de chiens près de Paris. Montre. Voilà sa tombe. Rintintin, la grande vedette du cinéma. Donc c'est à Anières. Alors, là aussi, je vous présente une affiche allemande qui est très rare, et vous allez me dire pourquoi les chats achetaient des chats. Les Allemands achetaient des chats. D'abord, au début, ils disaient acheter, puis après, ils les volaient. Tout simplement parce qu'ils tuaient les chats, ils prélevaient la peau, et les soldats étaient protégés du froid par des peaux de chat. Alors que nous, du côté français, c'était des peaux de mouton. On l'a vu sur plusieurs soldats de 14, on a bien vu qu'ils avaient ces peaux de mouton. Ce monument est assez intéressant puisque, n'oubliez jamais, c'est écrit par un soldat avec les fameuses bandes mouletières. Le Souvenir français, dont je fais partie, bien sûr, c'est une association qui permet, généralement on fait la quête à l'entrée des cimetières chaque année, enfin dans les grandes villes, parce que dans les petits villages ça ne se fait plus, et l'argent recueilli sert à entretenir les tombes, souvent à ce que les tombes abandonnées, parce qu'il n'y a plus de succession, généralement sont détruites et puis revendues à une famille qui veut enterrer les siens. Or, le Souvenir français s'oppose à ces destructions, même si tout un village près de Verdun avait été... les tombes avaient été rasées et on avait transporté les corps un peu plus loin, parce que ça gênait pour faire une autoroute ou un truc comme ça. Ici, une vision des mutilés de la Grande Guerre, 14-18. Et on voit l'agriculteur, malgré son handicap, il arrive à ramasser le foin. Les plus graves, c'était les gueules cassées, c'est-à-dire ceux qui avaient été atteints au visage, avec des trous béants à la place de la bouche, avec tout un tas de problèmes. Souvent, ces pauvres hommes avaient subi une double peine. Ils avaient combattu, ils avaient été blessés, même une triple peine. Et ils ne pouvaient plus sortir de chez eux, parce qu'ils étaient tellement affreux que la sortie leur était impossible. Alors si un jour vous montez dans les 10 départements occupés et qui ont donc dû subir la guerre, il faut faire très attention aux épaves de guerre. Tous les ans à Verdun, il y a quelqu'un qui meurt parce qu'il a découvert un obus qu'il a essayé de vider, parce qu'il a trouvé des queues de cochon dont le goût était plus ou moins empoisonné par les gaz. Donc blessure, qui dit blessure avec ces engins, il y a la rouille, mais il y a le produit. D'autres personnes qui trouvent un obus à gaz, qui le démontent pour faire partir le gaz et garder l'obus. Malheureusement, le gaz est toujours actif. Et voilà la cérémonie à Verdun. Chaque année, au mois de juin, on se réunit au pied de Douaumont, de l'ossuaire de Douaumont. Ceux qui y sont allés, s'il y en a parmi vous, au pied de l'ossuaire, il y a des petites fenêtres où on peut voir, suivant l'endroit
de la bataille aux alentours de Verdun, où il y a des ossements. Et dans certains, près du fort de Vaux, c'est celle qui est le plus remplie d'ossements. Donc le soir, on monte à Douaumont avec des flambeaux à la nuit tombée, et on se réunit, et puis on devient parrain d'une tombe. Parrain d'une tombe, c'est-à-dire que la personne dépose le flambeau au pied d'une croix, n'importe laquelle. La première fois, parce qu'après on essaie de revenir toujours à la même. Et donc on devient parrain de la tombe, et on remplace en quelque sorte les parents, les descendants qui ne viennent plus sur la tombe. C'est très émouvant, et j'ai vu plusieurs fois, vous savez, il est minuit, à la fin de la cérémonie, à l'intérieur de l'ossuaire de Douaumont, on se réunit et on chante « Ce n'est qu'un au revoir ». Je peux vous dire que des grands costauds pleuraient. Ça, c'est très très émouvant comme cérémonie. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des marraines qui recevaient leurs filleuls, c'est-à-dire des soldats. Et puis, souvent, ça se terminait par des relations intimes. Et la vie parisienne, vous voyez, qui permettait aux filleuls, c'est-à-dire aux soldats, de demander une marraine, et aux marraines de demander un filleul. Alors, ça s'est très vite dévoyé, ce système, parce que il y a plusieurs marraines qui avaient une centaine de filleuls, et pareil, des soldats qui avaient plusieurs marraines. Et ça a permis beaucoup de choses pour l'époque qui était assez avancée. Également, j'ai une photo ici que j'ai pu trouver. Pour ceux qui sont un peu loin, vous pourrez la voir tout à l'heure. C'est le départ des soldats en 1914. Et si vous remarquez, ici, il y a un poteau avec 14 à 18. C'était prémonitoire, puisque c'est le jour du départ des soldats à la guerre, et c'était les numéros de quai, de 14 à 18. Mais vous voyez comme quoi. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire, si vous avez des questions particulières. Alors je sais que votre professeur m'a transmis des questions. Alors pourquoi je me suis intéressé à la guerre de 14-18 ? Tout simplement parce que mon grand-père donc était au fort de Vaux, et je l'ai toujours entendu dire, comme ses collègues, que l'État français ne les reconnaissait pas. Donc prisonniers. Pourquoi ? Parce que les prisonniers de 14-18, contrairement à ceux de 39-45, étaient soupçonnés de s'être rendus facilement. Donc pas de décoration, pas de reconnaissance, pas de pension, rien. Et mon père, donc son fils, a poursuivi à la mort de mon grand-père ce questionnement. Et c'est vrai que, étant petit, j'avais 14 ans. Donc j'ai commencé à réfléchir, à voir pourquoi ils disaient ça. Et effectivement, j'ai très vite compris que les prisonniers de 14-18 étaient vraiment mal... à tel point que le pépère Vivier, donc prisonnier au fort de Vaux, à un moment donné, j'ai essayé, parce que je l'ai amené pendant des années à Verdun, là, aux cérémonies qu'on a vues, et un jour, je me suis adressé au préfet pour essayer de lui faire obtenir la médaille militaire, chose basique. Et malheureusement, ça a pris 6 ans, parce que, étant prisonnier, il n'y avait pas. Mais comme c'était un des derniers survivants de Verdun, donc à force, j'ai pu lui faire avoir. Donc c'est ça qui m'a permis de rechercher, de dire pourquoi ces hommes n'étaient pas considérés. Et puis j'ai très vite compris aussi, parce qu'on s'est déplacé dans les 10 départements, on a fait de l'Est à Lille, et à Lille, pareil, on était logés en chambre d'hôte, et puis il y avait une mémé dans un coin qui me dit, vous savez monsieur, c'est bien gentil tout ça, vous parlez des poilus, parce que la question, au cours du repas, on parlait de la guerre, bien entendu, et elle me dit, vous savez, nous, les occupés, jamais personne ne s'est occupé de nous. Et pourtant, l'occupation de 14-18 a été terrible par rapport à celle de 39-45.
les femmes devaient travailler, puisque les hommes, il n'y en avait pratiquement plus. Donc les femmes devaient travailler. Les Allemands n'acceptaient pas le chômage, les chômeurs. À l'époque, ils ont leur terme à eux, c'est un mot long comme ça, mais c'est le chômage. Et donc il fallait qu'elles travaillent. Et puis dans des travails très durs. Et à la fin, elle me dit, mais si vous pouviez parler de nous, les occupés, qu'on puisse un peu être réhabilités. Il faut savoir aussi que il y a une jeune femme de 20 ans qui avait avorté, à l'époque qui avait tué son enfant, parce que c'était à la suite d'un viol d'un Allemand. Et elle est passée au tribunal, et son avocat avait déclaré le fait de ce infanticide est un acte de guerre, un acte de résistance. Et heureusement, elle avait été graciée, mais elle était quand même allée au tribunal. Et il faut savoir que également les déportations de femmes, d'enfants et d'hommes ont eu un grand nombre dans les camps. Le seul camp de déportation, véritable seul, en 14-18, c'est celui d'Holzminden. Là étaient des femmes et des enfants et des hommes. Les femmes subissaient des essais de gémellité. À tout prix, les Allemands voulaient qu'elles aient des poubelles, bien sûr, celles qui ressemblaient aux petites arrières. Ils voulaient à tout prix qu'elles aient des jumeaux. Donc je ne vous raconte pas les souffrances qu'elles ont subies. Les gamins, eux, ils recevaient une injection de typhus, de malaria, enfin d'une maladie, et puis les médecins du camp leur injectaient un produit qui, soi-disant, un vaccin, un peu comme on a connu avec le Covid. Et donc, ces pauvres gosses ont subi des horreurs. Et le seul camp d'extermination qui a eu lieu en 14-18, ça a fait l'objet de mon livre c'était un camp qui était dans le château de Sedan, et donc en France. C'était des civils belges et lillois qui étaient là. Et le truc, la mort, c'était la conséquence du travail terrible. C'était les coups, les privations, et ceux qui ne pouvaient pas travailler, ne pouvaient plus travailler, la piqûre. La mort, c'était par la piqûre. Vous voyez que je dis toujours que Hitler n'a rien inventé. Il n'a fait qu'industrialiser, si on peut dire la chose. Vous voyez, et même dans un camp, ils avaient construit un genre de bloc en béton, une entrée là, une entrée là. Dedans passaient des soldats, des prisonniers, avec ou sans masque. Et les Allemands envoyaient le gaz hypérite, dont on a parlé tout à l'heure, dans ce truc. Les premières chambres à gaz, c'était né. Parce que ceux qui traversaient avec un masque avaient la vie sauve, et ceux qui n'avaient pas de masque mouraient. Donc vous voyez, Hitler, il n'a fait que agrandir les choses. Je crois que des questions. Quelques questions. Alors moi je me posais des questions sur les soldats prisonniers pendant la guerre. Ouais. Est-ce qu'en fonction de leur grade et du pays dans lequel ils étaient prisonniers, ils avaient un meilleur traitement Alors, les seuls meilleurs traitements qu'on puisse considérer, ce sont les officiers. Parce que les Allemands ont un respect, c'est comme des dieux les officiers. Les soldats non. D'ailleurs, les relations entre un officier allemand et un soldat allemand sont terribles, parce que c'est vraiment les valets. Donc les officiers étaient bien accueillis dans les camps, ils avaient le cinéma, ils avaient une meilleure cantine. Par contre, les soldats, et notamment tout ce qui est soldats d'origine africaine, parce que les Allemands estimaient que les Africains n'auraient jamais dû combattre avec nous. Et les Sénégalais, tout ça, parce qu'eux, ils avaient le Togo, et ils ne faisaient pas combattre les Togolais. Ils les gardaient chez eux, mais ils ne combattaient pas. Et parce que les Allemands avaient une peur sacrée des Noirs. Parce que à l'époque, le Noir arrivait en rampant, le couteau entre les dents, et puis pas de pitié. Et en plus, il riait. Alors, ces dents blanches, ça effrayait les Allemands. Et donc, après, pour les simples soldats,
effectivement, certains camps étaient terribles et d'autres beaucoup plus... en Bavière, par exemple, les camps étaient moins durs que dans le nord ou dans l'ancienne en Prusse. Il faut dire que... Mais chaque camp avait quand même une particularité. Il y avait quelquefois une école. Ça permettait à certains qui étaient analphabètes à apprendre à écrire, à lire. Quelquefois, il y avait un théâtre. Et les gens devaient payer l'entrée au théâtre, les prisonniers. Alors c'était une monnaie locale qui ne valait pas grand-chose. C'était du papier émis comme ça. Et par contre, les officiers spécialisés qui connaissaient bien le français se mettaient au premier rang pour écouter, pour voir si dans la pièce de théâtre, on ne divulguait pas quelques trucs. Et puis, beaucoup ont tenté l'évasion. Ça, c'est... bien sûr, le français est assez... ne respecte pas trop les interdits, donc ils essayaient de s'évader. Quelquefois, ça se passait très très bien, et puis d'autres fois, c'était une organisation particulière. Il fallait trouver des vêtements civils, de la nourriture, savoir parler l'allemand, parce qu'il fallait aller prendre un ticket de train, parce que faire 1500-2000 km à pied, c'était pas... Donc il fallait parler un peu l'allemand. Alors il marchait de nuit en suivant les voies de chemin de fer. Parce que pas de boussole, bien sûr, des cartes, quelquefois ils en avaient, mais c'était très rare. Et puis donc il marchait de nuit, et le jour, il trouvait une forêt, il restait là. Alors quelquefois des chasseurs, le chien détecté, il fallait partir, c'était assez... Mais lorsque le prisonnier était repris, les sanctions étaient très dures. Alors une des sanctions qui était pratiquée dans pratiquement tous les cas, c'était la peine du poteau. C'est-à-dire on attachait le prisonnier à un poteau, quelquefois toute la journée, avec certaines fois, avant de l'attacher, il montait sur une brique, donc on l'attachait, et une fois qu'il était attaché, on retirait la brique. Ce qui fait qu'il tenait, il était suspendu par les poignets, donc c'était des douleurs atroces. Et souvent, à l'heure du repas, un garde allemand, un Wach, comme j'ai dit tout à l'heure, venait à ses pieds en train de manger. Et lui, le pauvre, il ne pouvait pas manger, bien sûr, privé de nourriture. Et puis, alors, ils avaient une punition particulière, c'était le chat à 9 queues. En fait, c'était un surnom de martinet, et qui avait un peu plus de 10 lanières, mais au bout, il y avait des petites billes. Alors, je ne vous dis pas la douleur que ça engendrait. Et puis tout un tas de punitions, à la fois psychologiques et physiques. Psychologique, c'était souvent, tiens, tu sais, ta femme dans le pays, elle se fait sauter par tous mes confrères allemands. Vous voyez, tout un tas de trucs comme ça. Autre question? Comment est-ce que vous avez eu accès aux correspondances avec les soldats? Alors, plusieurs choses. D'abord parce que j'ai commencé très tôt. Donc à l'époque, à Toulouse, moi je suis toulousain, donc à Toulouse il y avait un marché aux puces qu'on appelait à l'époque, c'est un genre de vide-grenier. Et je trouvais des lettres en quantité. Maintenant c'est beaucoup plus difficile. On en trouve quelquefois sur eBay, mais à des prix défiant toute concurrence, et puis ce sont des lettres banales. Parce qu'il faut savoir que dans le courrier, les Français, c'était toujours la même chose. Je vais bien, j'espère que mon stylo te trouvera en bonne santé. Toujours, chacun avait sa phrase, et toujours pareil. Et après, c'était envoie-moi des colis, écris-moi, ou des trucs, des banalités, parce que il y avait une censure très sévère. Il y avait une censure à l'intérieur du camp, puis les lettres partaient dans un camp particulier où était mon grand-père, en plus, au camp de Vannes, où il y avait une autre censure beaucoup plus fine. Et moi j'ai quelques lettres qui étaient
censurées. Alors, elles étaient caviardées, parce que le censeur mettait une encre très noire, comme le caviar. Et donc, d'où le mot caviardé. Et ça empêchait de... Bon, souvent, le censeur, il barrait un mot qui ne présentait pas, mais pour lui, sachant que c'était un Allemand de base, donc il connaissait un peu le français, mais pour lui, ça représentait un truc un peu louche. Donc. Mais j'ai trouvé une carte, par exemple, le gars avait transmis un message secret, alors il mettait sous chaque lettre un point. Et en réunissant toutes les lettres, on arrive à faire une phrase. Et elle est passée, celle-là. C'est assez bizarre, le gars il n'a pas compris que chaque point, il suffisait de rassembler les lettres et on trouvait une phrase. Et autrement, c'était le courrier à réception dans les familles mettait entre 1 mois et 3 mois. Et dans l'autre sens, pareil. Les colis, toujours pareil, étaient reçus dans le camp. Et bien sûr, au passage, certains cadres du camp se servaient, les saucissons disparaissaient, etc. Même si certains saucissons à l'intérieur permettaient de mettre un message, vous voyez. Voilà un petit peu. Mais c'est vrai que maintenant, je suis en train de travailler à mon prochain livre qui va parler des marraines. Parce que ça aussi, personne n'en a trop parlé. Et parce que vous l'aurez compris, mon écriture parle de ceux dont on n'a pas parlé. Dans les marraines, j'arrive pas à trouver de courrier. Heureusement, j'ai des journaux comme ça qui passent des annonces de filleuls qui cherchent des marraines. Oui, il y a des pages entières. Hein. Et puis alors, même si vous êtes jolie ou pas jolie ou grosse, ça fait rien, écrivez-moi. Vous voyez, on trouve des trucs... autre chose. Excusez-moi pour la voix, mais à force. Peut-être Félix et May. Oui, moi c'était plus par rapport au moral des prisonniers. Est-ce qu'il y avait un moment où ils se considéraient comme délinquants? Parce qu'ils étaient traités comme des délinquants du coup dans les prisons allemandes, mais ils n'en étaient pas pour autant, ils faisaient quoi, obéir à une fonction. Alors, est-ce qu'il y avait un moment où ils se considéraient comme délinquants? Non, non, du tout. Mais leur préoccupation, surtout, c'était l'alimentation. Parce qu'ils mouraient de faim, parce que les Allemands ils faisaient des sortes de soupes. Le pain était appelé, les prisonniers l'avaient appelé le pain caca. Kartoffeln, Brot, et puis, je ne me souviens plus. C'est pain de pommes de terre. C'était les deux cas, Kartoffeln, pommes de terre, quoi. Et donc, leur principal souci, c'était la nourriture. Après, les conditions de vie à l'intérieur, ils arrivaient à se soutenir. Bon, il y a eu quelques cas de suicide, mais très rares. Mais par contre, ceux qui, justement, ils ne se considéraient pas comme des délinquants. Au contraire, pour eux, ils avaient combattu. C'était un honneur presque d'être prisonnier, en fait. Mais c'est vrai que quelquefois, lorsqu'ils rentraient au village, il y avait quelques gênes par rapport à ceux qui ne revenaient pas, qui étaient morts. Et à tel point que j'avais toujours cet exemple en tête, ces deux femmes, deux ménagères, dont l'un, le mari est mort, l'autre, le mari est prisonnier. Et elles se retrouvent à la boulangerie, et l'une dit alors, ton mari, ah oui, mais ton mari, il est prisonnier, il a de la chance. Déjà, vous voyez, il y avait cette... Mais au niveau des prisonniers eux-mêmes, non. Pas de considération comme délinquants, parce qu'ils avaient fait leur devoir. Le seul truc, c'est qu'ils avaient été obligés de se rendre, ou d'être faits prisonniers. Parce que souvent, vous savez, dans un trou d'obus, et souvent se trouvait un soldat français, un soldat anglais, allemand. Et l'un aidait l'autre. Et puis, l'infortune de la guerre voulait qu'il soit prisonnier. Mais pas
il n'y a pas de regret. On n'a jamais senti dans les écrits ce sentiment de délinquance. Non. Pas comme dans une prison. Et pareil, dans mon dernier livre qui est paru l'an dernier, traite des résistantes de 14-18. On n'en a jamais parlé. Et justement, elles non plus, pourtant ils ont subi dans des prisons en Allemagne, c'était très dur, mais jamais, au contraire, avoir la fierté d'avoir résisté, d'avoir tenu tête aux Allemands. Moi, j'ai remarqué que vous aviez répondu à toutes les questions, mais il y avait encore des questions de Félix sur la subjectivité, l'égo-histoire, la référence d'Anna Arendt, mais en gros, vous avez répondu à toutes les questions qui étaient dans le questionnaire. Je vais revérifier. Si vous avez d'autres questions, évidemment. Alors, moi, ce qui m'a conduit un peu, c'est la célèbre phrase de Dorgelès, « Je hais la guerre, mais j'aime les hommes qui l'ont faite », car c'est là qu'on a vu la véritable position de l'homme. Donc, Si vous avez des questions. Oui. Et du coup, pour vous aider de votre sensibilité pour alimenter l'histoire Voilà. et votre travail sur l'histoire. Voilà. On ne peut pas, quand on rentre dans une recherche historique, au bout d'un moment, bon, au début, c'est vrai qu'on fait ça, bon, mais petit à petit, plus on s'investit et plus on ressent ce mal-être des hommes et des femmes qui, pour la plupart, n'ont jamais été reconnus. Et vous savez, les femmes qui travaillaient les obusettes, là, dans les obus, elles sortaient, elles étaient toutes jaunes, parce que l'acide picrique, ça les rendait toutes jaunes. Et c'est vrai qu'il fallait à la fois travailler et continuer à gérer le ménage. Celles qui avaient des gosses et tout, il y avait très peu de subventions, donc il fallait travailler. Il n'y avait pas d'autre. Et c'est pour ça que la grève qui est apparue en 1917, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait une augmentation de salaire. Parce que les patrons étaient très sévères. Ils disaient, tu touches une prime de l'État, tu te débrouilles avec ça, lorsqu'elles ont réclamé. Sauf que quand elles ont réclamé une augmentation de salaire, les patrons ont fait venir des Indochinois pour les remplacer. Sauf que les Indochinois, ils voulaient être payés normalement. C'était des hommes, donc de la même façon, on a fait venir des Indochinois à la fin de la guerre pour récupérer les corps dans le terrain de combat. Et effectivement, bon, ils étaient payés assez grassement, mais ils ont fait n'importe quoi. On a plusieurs exemples où des recherches ADN ont prouvé que le soldat qui était dans le caveau n'était pas le bon. Parce que eux, ils ramassaient un corps, ils le mettaient dans un cercueil, ils envoyaient ça. Et puis, ouais. Parmi les recherches que vous avez faites dans vos différents ouvrages, vous avez parlé aussi des disparitions de femmes dans le nord de la France. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'éventuellement vous pouvez en parler un peu? Oui, des disparitions de femmes. Dans le nord de la France, en Belgique. Alors, en fait, il est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes devaient aller travailler. Et puis, celles qui ne voulaient pas travailler, soit c'était le travail forcé. C'est l'ancêtre du STO, de la Deuxième Guerre. C'est le travail obligatoire. Sauf que là, si vous voulez, c'était dans les villages, parce qu'en ville, bien sûr, à part nettoyer les rues, c'est tout ce qu'elles faisaient. Mais dans les villages, il fallait aller semer les patates. Et ces femmes ont accepté de travailler malgré elles. Mais elles ont commencé à résister. Par exemple, une me disait, dans le Nord, elle devait planter des pommes de terre. Alors elle faisait un trou, au lieu de mettre une pomme de terre, elle en mettait plusieurs. Donc ça ne poussait pas. Une autre me disait que dans les tubercules, dans les futures pousses, elle plantait une aiguille à cheveux, de manière à ce que la patate était morte, elle ne poussait pas. Et cette résistance a été très poursuivie par les Allemands, parce qu'il y avait une police
équivalente à la Gestapo de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une police un peu politique, et les gens étaient affreux. Et il y a eu plusieurs résistantes de fusillés, dont la plus célèbre c'est Edith Cavell. Donc, quelques temps après son décès, naît une petite Gation à Paris, qu'on va appeler Edith, et qui est Edith Piaf. C'est en l'honneur d'Edith Cavell que la petite Gation, dont Edith Piaf, a été baptisée Edith. Et c'était